Ils sont nombreux à avoir souffert de la Covid-19 à travers le monde. L'on avait constaté que les personnes hypertendues ou alors souffrant d'une affection cardiaque développaient des formes graves. Mais aujourd'hui que la maladie est presque terminée, il se pose le problème de séquelles, d'effets secondaires observés chez les personnes qui ont souffert de cette maladie. Que faire pour y remédier? C'est l'objet de Check-up ce soir et nous en parlons avec un spécialiste. Mais avant, installez-vous confortablement, le temps pour moi d'aller le retrouver. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tant sur vos petits écrans que sur nos différentes plateformes numériques. Ce soir, nous abordons la question des séquelles post-Covid et comment les déceler et surtout y remédier. Ils sont nombreux à se plaindre des effets indésirables survenus après qu'ils ont eu à faire la maladie. Nous avons décidé de comprendre ce qui se passe véritablement. On en parle aujourd'hui au moment où l'OMS, plus précisément le chef, a déclaré la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. Il a tout de même indiqué que cela ne signifie pas que la maladie n'est plus une menace mondiale. Et pour en parler sur ce plateau, un spécialiste, un médecin cardiologue, le docteur Arbel Njomou. Bonsoir docteur, bienvenue. Merci Mireille. Alors docteur, aujourd'hui la Covid-19 n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. Le chef de l'OMS l'a déclaré. Quel commentaire vous inspire, vous suscite cette déclaration? J'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle qui certainement part des constatations et des éléments qu'on a eu sur le terrain qui montrent que la fréquence de la maladie a relativement baissé, ce qui est une très bonne chose parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on a vécu comme traumatisme, comme problème en tant qu'individu ou famille avec l'importance de cette affection qui a décimé grand nombre de personnes. Donc c'est une bonne chose que de savoir qu'aujourd'hui ce n'est plus une urgence planétaire, même si bien entendu des mesures de prévention doivent rester de mise. Et on se souvient, docteur, qu'à cette période-là, vous, les cardiologues, étaient engagés en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Pourquoi les cardiologues? En fait, on sait que vous étiez engagés dans la lutte contre cette maladie, bien entendu en première ligne. Bon, pas totalement en première ligne. Au début, c'était beaucoup plus les infectiologues qui étaient interpellés avec les pneumologues. Mais l'évolution de la maladie nous a amené à comprendre que les patients qui avaient des affections cardiovasculaires au départ, ou encore des diabètes et des maladies respiratoires, étaient ceux qui faisaient des formes graves. Et aussi, quand on a compris un peu la maladie, on s'est rendu compte que la Covid touchait pratiquement tout le système cardiovasculaire. Et par conséquent, les personnes qui avaient des problèmes d'hypertension, de diabète, des problèmes de maladies respiratoires au préalable, étaient les personnes qui faisaient les formes les plus graves de la maladie. Et quand on comprenait aussi le mécanisme d'installation de la maladie, on s'est rendu compte que les affections cardiovasculaires étaient le mode d'expression et de mortalité de ces malades. Donc, on aurait plus d'une affection cardiovasculaire lorsqu'on avait la Covid-19. Et par conséquent, on était donc obligé de nous retrouver en première ligne de la prise en charge, d'autant plus aussi que les manifestations de la maladie, c'était les difficultés de respiration, c'était les douleurs dans la poitrine. Et naturellement, quand on a discuté pour respirer, quand on a une douleur dans la poitrine, on se dirige d'abord vers un cardiologue. Donc voilà pourquoi nous sommes retrouvés aussi au centre de la prise en charge de cette affection. Alors, et tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypertension, que les personnes qui faisaient les formes graves étaient soit hypertendues, soit avaient une maladie cardiaque. Et il y a quelques jours, on célébrait la journée mondiale contre l'hypertension. S'il y a toute une journée contre cette maladie, c'est la preuve que il faut vraiment faire quelque chose. L'hypertension reste un tueur silencieux et pour cette année 2023, l'accent a été mis sur le contrôle
de sa tension artérielle pour vivre, de son hypertension. Voilà, le contrôle de son hypertension, à ne pas confondre avec sa tension artérielle. Donc, comme quoi on s'adresse aux personnes hypertendues qui doivent contrôler leur hypertension pour vivre longtemps. Alors, lorsqu'on parle du contrôle de l'hypertension, cela signifie qu'il faut prendre sa tension artérielle. Est-ce qu'elle devrait se faire, cette prise de tension-là, quotidiennement, ou alors à une période bien précise, que nous soyons hypertendus ou non, docteur? Merci Mireille pour cette question qui en fait il y a deux volets. Parce qu'en fait, quand on parle d'une part de contrôle, l'OMS insiste sur le contrôle cette année parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, il y a moins de 10% qui ont une tension artérielle qui est normalisée avec le traitement. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis sous traitement d'hypertension artérielle, je prends mes médicaments et j'ai une tension qui est en dessous de 140/90, disons comme ça globalement. Pour dire que le traitement que je prends permet vraiment de me prémunir de faire des accidents cardiovasculaires. Or, moins de 10% des personnes, bon, moins de 1 malade sur 10 sous traitement a une tension qui est celle qui est recommandée, moins de 140/90. Donc en fait, s'il faut vivre plus longtemps, il faut normalement avoir une tension artérielle qui est en dessous de 140/90, bien qu'on soit sous traitement. Or, malheureusement, actuellement, très peu de malades atteignent ce chiffre-là. Donc, c'est une interpellation. Et pourquoi est-ce qu'il faut donc contrôler régulièrement sa tension aussi en apprenant? Parce qu'en fait, nous savons que sans prendre sa tension artérielle, on ne peut pas savoir si on atteint la valeur qui est recommandée ou pas. Si on est malade et qu'on peut disposer d'un tensiomètre à côté de soi, on peut avoir contrôlé au moins une fois par semaine. Et lorsque la tension est déjà bien stabilisée sous traitement, on peut se dire qu'on peut contrôler une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Maintenant, pour celui qui n'est pas encore malade, qui n'est pas hypertendu, ça dépendra un peu des chiffres qu'on a eus. Si on prend une tension artérielle chez une personne qui est jeune et qui a une tension aux alentours de 120/80, il peut contrôler sa tension 1 an ou 2 ans plus tard. Mais si on a une tension qui est déjà aux alentours de 130, 135, sur 110, sur 110 c'est beaucoup, mettons même sur 90 ou sur 89, on comprend qu'on est à risque de développer rapidement une hypertension artérielle et qu'il faudrait peut-être recontrôler tous les 2 mois ou tous les 3 mois et commencer à adopter peut-être des mesures qu'il faut afin de permettre à ces chiffres de baisser. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors vous dites adopter les mesures qu'il faut pour permettre à ce chiffre de baisser. Quelles sont ces mesures, docteur? Comme on dit, la répétition est la base de la pédagogie. On cesserait de le répéter. C'est toujours bien de le savoir, docteur. Oui, les mesures simples qu'il faut vraiment préconiser aux patients, aux populations, c'est de dire diminuer la consommation de sel. Ça, c'est un élément déjà très important, diminuer la consommation de sel. Deuxième mesure qu'il faut, c'est éviter de manger trop gras. Donc si on mangeait trop gras, trop de pâtisserie, trop d'huile, trop de glace, trop de confiserie et tout, il faut vraiment penser à diminuer la consommation de ces aliments-là. Et troisièmement aussi, il faut diminuer la consommation de sucre. Déjà, si on a à partir de 40 ans, il faut réduire de façon importante la consommation de sucre. Et à côté de cela, si jamais on fume, il faut arrêter de fumer. Si on prend beaucoup d'alcool, il faut réduire la consommation d'alcool. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est de se prescrire une activité physique régulière. L'activité physique ici, ça peut être même de la simple marche. C'est-à-dire marcher au moins 40-45 minutes, 3 à 5 fois par semaine. C'est déjà quelque chose de très bien. Et on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme infrastructure dans la ville, on peut avoir un espace où on peut vraiment pratiquer de la marche sans que ce soit un souci. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut avoir comme mesure simple. Maintenant, apprendre aussi à gérer son stress. Parce que quand on est hyper stressé aussi, on est exposé à voir sa tension artérielle monter. Donc il faut avoir un peu ce qu'on appelle la zen attitude, apprendre à gérer les problèmes avec philosophie. Voilà, donc si on comprend bien, le stress est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Mais parfois on peut être stressé et on prend sa tension sur le coup. Elle est élevée, mais après, lorsque le stress passe, elle redevient normale. Justement. Donc, on parle d'hypertension lorsque c'est récurrent, c'est stable en fait. Exactement. On parlera d'hypertension lorsque tu as une élévation de la tension qui reste permanente. Voilà. Permanente. Donc, mais si c'est sur le coup, ça vient, ça part en fonction des émotions, on ne pourrait vraiment pas qualifier ça d'hypertension. Je suis entièrement d'accord. Non, entièrement d'accord avec toi. Alors, revenons sur notre sujet de ce jour, hein, docteur, les séquelles post
post-Covid, ils sont nombreux aujourd'hui qui se plaignent soit des difficultés à respirer, soit des reflux, d'autres même ont des reflux gastro-œsophagiens, d'autres même ont de la glaire dans les selles, d'autres font les rots, comment on dit ça, ça se dit, le roté, ça se dit, voilà, d'autres rotent en permanence. Et est-ce que, docteur, cela peuvent être quelques signes de séquelles post-Covid? C'est vrai que les études qui ont été faites ont démontré quand même que c'est vrai qu'il faut reconnaître que la prise en charge de la Covid s'est faite beaucoup plus à la phase aiguë. On s'est concentré un peu pour gérer les situations d'urgence, mais on a un peu oublié ceux qui ont fait la maladie, qui sont sortis de la maladie et qui sont retournés dans la vie active. Alors il se trouve donc que nombreux sont les patients qui reviennent en consultation aujourd'hui, qui ont été victimes de la Covid, mais qui vont vous signaler effectivement, comme tu as cité, parfois des problèmes de reflux gastro-œsophagien qu'ils n'avaient pas avant. Ils vont vous citer les cas d'essoufflement à l'effort, et pour un mois d'effort, ils sont essoufflés, et quand on fait parfois le bilan, on ne trouve absolument rien. Certains vont vous signaler, vous décrire des insomnies, des crises d'anxiété, des insomnies, et d'autres vont jusqu'à avoir pratiquement des perturbations en termes de perte de mémoire, dont certains oublient beaucoup, ne comprennent plus ce qui se passe, tout simplement à cause de la maladie. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que ces patients, ils ne viennent pas spontanément à l'hôpital, et c'est que lorsqu'on fait l'interrogatoire à une occasion donnée, qu'on se rend compte qu'effectivement ils ont été victimes de la Covid et qu'avant d'avoir la Covid, rien de tous ces problèmes n'existait. Donc en fait, et certains aussi, chez certains on a noté la recrudescence des cas de diabète et aussi l'augmentation des chiffres tensionnels, parce qu'avec l'anxiété qu'ils ont développée après la maladie, ils étaient toujours un peu angoissés, stressés et tout, et les chiffres tensionnels aussi ont commencé à monter, et certains aujourd'hui sont sous traitement. Donc le plus dur, c'est de pouvoir les reconnaître. Et j'ai envie de dire quand même que une action est menée quand même dans ce sens, oui. Et c'est pourquoi je vais saluer l'action de Prudence Foundation qui se déploie, n'est-ce pas, qui ira dans 6 régions du Cameroun pour essayer de démasquer un peu cette affection chez les personnes qui avaient été victimes de la Covid. Parce que le gros des patients ont fui l'hôpital, il faut le dire, parce qu'en fait, ils avaient peur de tout ce qui était fait autour, des cas de décès qui étaient un peu mal gérés, entre guillemets. Et finalement, certains sont restés à la maison avec leur maladie, sont traités avec des médicaments traditionnels et n'ont pas été répertoriés à l'hôpital. Donc il faut aller les traquer, il faut aller vers eux, les sensibiliser, afin que pour les signes qui ressentent, ils viennent à l'hôpital pour qu'on puisse les diagnostiquer. Donc cette action qui va commencer dès cette semaine. Mais alors, les diagnostiquer, pourquoi alors qu'ils sont guéris de la maladie? Il faudrait bien comprendre. Ils sont guéris de la Covid. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle même de forme longue de Covid, c'est après 3 mois que les symptômes. Après 3 mois, c'est qu'en fait, si on t'a soigné de Covid, 3 mois après, tu es guéri. Donc, et à la rigueur, maintenant, tu peux refaire la maladie. Sauf que, à plus d'1 an de la maladie, certains continuent de développer des signes de souffrance. Certains continuent d'être essoufflés, certains continuent d'avoir des troubles digestifs, certains continuent d'avoir des pertes de mémoire, des troubles du sommeil, des syndromes d'anxiété. Donc en fait, donc vous estimez que ces personnes-là, c'est parce qu'elles n'ont pas été bien traitées qu'elles continuent de développer ces symptômes-là, ou alors... Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été traités de la maladie, mais en fait, c'est que sortir vivant dans un environnement où il y a eu beaucoup de morts, ça crée malgré tout déjà un état de stress et de dépression. Donc certains dépriment tout simplement parce qu'ils ont vu les gens mourir autour d'eux, ils ont vu tout ce qui s'est passé autour de la maladie, et ça a créé, n'est-ce pas, un stress post-traumatique, parce qu'en fait, ici, la Covid apparaît un peu comme un traumatisme. Oui. Donc en fait, mais à côté de cela maintenant, certains, à cause de la perturbation que le virus a créée dans le système de l'organisme, vont vous développer d'autres affections que nous avons cité précédemment. Alors, on va revenir sur comment faire pour y remédier, mais avant, je vais vous inviter à aller suivre ce reportage, docteur. Aujourd'hui, on constate que la région de l'extrême nord enregistre un fort taux de personnes vaccinées, comme quoi de ce côté-là la population adhère à la vaccination. La vaccination est très bien reçue de ce côté-là, et c'est fort de ce constat que le ministère de la Santé, avec le programme élargi de vaccination et leurs partenaires qu'est l'UNICEF, ont organisé un voyage de presse pour amener les journalistes de ce côté-là pour qu'ils puissent toucher du doigt la réalité et pourquoi pas copier l'exemple qui vient de l'extrême nord pour pouvoir partager avec les autres régions du Cameroun. Je vous invite à suivre ce reportage.
Yagua, chef du département du Mayo-Danaï, ici la population est cosmopolite. Musulmans et chrétiens se côtoient au quotidien et ont plusieurs choses en commun, entre autres leur adhésion à la vaccination. Les chiffres le montrent. Le directeur de l'hôpital de district de Yagua, le docteur Proté Bibouzé, nous assure que le résultat obtenu est une synergie d'action entre autorités administratives, chefs religieux et autres élites qui n'hésitent pas à prêcher par l'exemple. Si dans ma contrée, les gens me comprennent, ils me suivent, parce que moi-même, lorsque il arrive que quelqu'un est malade, moi, je me déporte, je vais même à son chevet, population, pour que les gens adhèrent. Que ça peut être pour la vaccination, que ça peut être pour aller faire prendre le soin normalement. Ça se passe de manière simple. On identifie dans le registre les zones qui sont insulamment couvertes et on organise de façon spéciale les activités vaccinales là-bas pour essayer de capter les enfants qui ont été manqués. Des lamidos vont même jusqu'à briser des barrières traditionnelles et mettre sur pied des mécanismes qui vont amener un grand nombre de personnes à se faire vacciner. Dans les années antérieures, nous avons constaté que le taux de vaccination est très faible. Nous nous sommes posé la question, il y a les relais communautaires, il y a les tables hommes, il y a les chefs de quartier, il y a les chefs de village qui font la sensibilisation. Mais toujours nous n'avons pas eu un bon résultat satisfaisant et dans laquelle nous avons donc mis les femmes notables. Parce que c'est la femme qui porte l'enfant de 0 à 5 ans. Ce n'est pas l'homme. Si elles sont sensibilisées davantage, elles pourront envoyer donc ces enfants à l'école, au lieu de vaccination. Donc c'était ça la principale cause. Et nous avons donc mis en œuvre donc 4 femmes notables. Chacune d'elles a une mission bien déterminée. Dans la région de l'extrême nord, le taux de couverture vaccinale s'élève à près de 75%. Une maman qui vient pour la CPN, il y a dans toutes les formations sanitaires, il y a les journées pour les poteries éducatives, au cours desquelles on leur explique pourquoi c'est nécessaire déjà de venir faire les CPN et puis après l'accouchement, pourquoi il faut faire vacciner l'enfant. Et donc, consciemment, après l'accouchement, elle amène l'enfant quand même pour la vaccination. Et lors de cette vaccination, la première des choses, comme j'ai dit tantôt, il y a le fait qu'on leur remet quand même quelque chose. Même si ce n'est pas dans certains aires, pour les aires qui mobilisent assez de ressources, ça peut être du savon. Je disais, ça peut être de l'acide folique, ça peut être des vitamines, entre autres. Et donc, elle sait que quelque chose qu'elle aurait dû acheter, on lui donne ça gratuitement. Déjà, elle sait que prochainement, quand elle va revenir, elle aura encore autre chose. Et donc, ça l'encourage à revenir. Oui, et à la fin, on lui dit que si tu parviens à vacciner cet enfant entièrement, à la fin on va te délivrer un certificat que tu pourras accrocher, tu pourras monter au quartier pour dire que ton enfant est complètement vacciné. Ça pourra encourager aussi les autres mamans à venir vers la formation sanitaire pour vacciner son enfant. Et vous voyez que toutes ces étapes, elle reçoit à la fois du savon, certains intrants, et puis à la fin elle a aussi le certificat. Naturellement, ça l'encourage. Même dans le camp de réfugiés de Minawao, un point d'honneur est mis sur la vaccination. Nous avons environ 70 000 populations à rester sur la base de données. Nous ne pouvons pas les prendre en charge dans la communauté haute. Le gouvernement a décidé de créer le centre santé intégré pour Minawao. Dans l'aire de santé, nous avons seulement un centre de santé. L'activité de l'aire, c'est la vaccination. Nous avons un taux de couverture de janvier à mars. Si l'analyse nous permet de dire que nous sommes à 80% sur la vaccination en Penta 3. RR, nous sommes à 85%. Donc nous avons les difficultés de rattraper le Covid-19. On note un fort engagement communautaire en matière de vaccination dans la région de l'extrême nord en général et dans les localités de Yagua, Mokolo et Bogo en particulier, où les responsables d'associations et autres groupes communautaires s'engagent pour la cause de la vaccination. Un constat
fait par le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination, accompagné par le partenaire UNICEF qui ont tenu à le partager avec les hommes et femmes de médias qui se sont retrouvés dans cette partie du pays du 1er au 7 mai dernier. Il est question aujourd'hui de copier l'exemple qui vient de la région de l'extrême nord en matière d'engagement communautaire pour la vaccination. Mais avant de mourir, il faut m'envoyer tout ton argent sur le je t'aime. Retour sur ce plateau après avoir suivi ce reportage, docteur. On devrait désormais copier l'exemple qui vient de la région de l'extrême nord. De ce côté-là, il y a un fort engagement communautaire. De ce côté-là, les populations respectent encore l'autorité traditionnelle, tout comme l'autorité administrative. Oui, Mireille, je suis entièrement d'accord avec eux, je les encourage et les félicite, parce que quoi qu'on dise, les mesures gouvernementales qui sont prises dans le sens d'accompagner la population pour une meilleure santé, ces mesures doivent être observées de tous. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons compris que la vaccination est un élément important dans la stratégie de prise en charge. Il faut l'observer, il faut la suivre. Et l'exemple qui vient de l'extrême nord, pour moi, c'est un exemple qui est admirable, parce que le gouvernement ne pourra pas mettre sur pied des mesures pour faire souffrir la population. Comme donc, on a compris on va dire, permettez-moi l'expression, des vertes et des pas mûres. Oh là là, la vaccination est là pour stériliser la population, surtout lorsqu'il s'agissait du vaccin anti-Covid. C'était non, on ne peut pas aller faire vacciner nos enfants. Pourquoi vous ne vaccinez pas vos enfants? Bref, vous l'avez dit, docteur, hein, la vaccination reste un moyen important de prévenir les maladies. Revenons à notre sujet, docteur. Que faire pour remédier à ces séquelles post-Covid? Bon, déjà qu'il faut comprendre que les séquelles, nous avons dit, elles sont nombreuses. Oui. Elles touchent pratiquement tous les systèmes de l'organisme. Donc, en fait, de façon spécifique, quand on ressent un signe dans un domaine donné, la meilleure solution, c'est de consulter et de s'offrir une prise en charge efficace selon le spécialiste qui est concerné. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu la chance ou encore la grâce que la prise en charge de la forme aiguë soit facilitée aussi par l'apport de la pharmacopée traditionnelle. Quoi qu'on dise, la pharmacopée traditionnelle a été d'un apport important dans la prise en charge de la maladie à la phase aiguë. Mais sauf que maintenant, pour les complications qui sont installées, que ce soit les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques, l'hypertension, le diabète et tout ce qui vient avec, les problèmes digestifs, ce serait mieux d'aller consulter à l'hôpital pour rencontrer un spécialiste qui pourra donner la solution idéale à ce problème-là. Donc, parce qu'ici, la pharmacopée ne pourra pas faire grand-chose. Alors, lorsque vous parlez d'aller consulter, il faudrait bien que le patient précise qu'il a souffert de Covid, parce que parfois, les gens vont chez le médecin et disent, voilà, je souffre de ceci, je souffre de cela, mais il ne précise pas ses antécédents. Et c'est à partir des antécédents qu'on peut rapidement faire la relation s'il s'agit d'une séquelle post-Covid. Mais si vous ne dites rien, on va chercher, on ne va pas trouver. Je suis entièrement d'accord, mais d'autant plus aussi qu'il faut comprendre que la pandémie à Covid-19 est venue modifier un peu les habitudes de fonctionnement des systèmes hospitaliers. Donc, la Covid fait partie des antécédents que nous devrions en tant que personnel médical rechercher systématiquement chez les patients qui viennent en consultation pour X ou Y symptômes. Parce qu'en fait, de la même façon, on demande à un patient, est-ce que tu as souffert d'hypertension, de diabète, est-ce que tu es tabagique? Et on doit aussi poser la question au patient, est-ce que pendant la période de Covid, tu aurais fait la Covid ou bien tu as manifesté les signes de la Covid-19? Ça nous aide à savoir un peu comment s'orienter. Parce que nous avons des cas qui arrivent et qui, curieusement, ne peuvent pas savoir si elles avaient souffert de la maladie, mais c'est à travers les questions que le médecin pose qu'ils arrivent à se souvenir que oui, effectivement, à ce moment donné, il y a une manifestation qui peut être en rapport avec la Covid-19. Alors, docteur, quelles peuvent être les conséquences de ces séquelles post-traumatiques si la personne qui a souffert de Covid, les récentes, il ne va pas à l'hôpital et continue de dire non, ça va passer? Bien entendu que ça ira de mal en pire, parce qu'en fait, quoi qu'on dise, si un malade, par exemple, développe un syndrome d'anxiété, il peut finir par faire une dépression qui est très importante et ça peut le conduire vers quelque chose de plus grave. S'il développe une hypertension artérielle qui ne va pas consulter, on comprend les conséquences qui peuvent suivre. S'il a eu son diabète ou une insuffisance respiratoire qui traîne après sa maladie, s'il ne va pas consulter, ça va toujours aller en s'aggravant et le pire peut arriver. Donc en fait, la vérité c'est qu'il faut consulter pour éviter, n'est-ce pas, l'aggravation
prévention de ces complications pour éviter, n'est-ce pas, qu'on soit un peu comme une personne qui s'insère mal en société, parce qu'en fait, le drame de la Covid, c'est qu'après, les gens ont eu du mal même à retrouver leur équilibre social, à retrouver leur insertion sociale, parce que c'est ce qu'elles contraignent, nous empêche aussi d'avoir une vie totalement épanouie. Vous imaginez que ces complications, vous les traînez pendant plus d'1 an, normalement la qualité de vie est totalement modifiée. Ça fait plus de 3 ans déjà que la Covid est arrivée et il y a des personnes qui étaient parmi les premières victimes. Donc vous pouvez imaginer 3 ans déjà qu'elles gardent. Mais n'oublions pas que malgré cela, bien que ce soit déclaré, on avait continué jusqu'à d'ici peu, il y a peu de temps, les mesures de prévention étaient toujours de mise. Comme pour dire, on a de temps en temps des petits foyers où les gens peuvent encore faire des accès grippaux qui peuvent être en rapport avec la Covid. Donc on peut se dire, ce message reste encore d'actualité parce qu'il y en a qui n'ont fait leur maladie qu'il y a de cela 6 mois. Alors, même si l'OMS vient de déclarer que la Covid n'est plus une urgence de santé publique à l'échelle internationale, il a tout de même précisé qu'elle reste d'actualité. Docteur, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre entretien. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci Mireille pour l'invitation. Juste dire que aujourd'hui, on parle de la Covid, on parle des maladies cardiovasculaires qui sont des fléaux sur lesquels il faut agir. On parle toujours de la lutte contre l'hypertension artérielle, mais nous pensons qu'il faut davantage prendre conscience que ce sont des maladies qui sont graves et qui peuvent décimer la population. On a parlé aussi du Covid à long terme, au Covid long, qui traîne depuis plus de 3 mois, voire 1 an et plus. Nous pensons que les actions doivent être menées sur le terrain et nous invitons les populations de la région du Mongo à être présentes sur le terrain pour l'action que Prudence Foundation va faire dès la fin de la semaine prochaine pour la prise en charge des patients. Merci. Voilà. Merci docteur Amen Djomou d'être passé sur ce plateau. Check-up se poursuit et nous allons donner la parole à présent au docteur Joël Manfo. Il est chirurgien dentiste dans sa chronique et ce soir il parle de la sinusite dentaire. C'est quoi et pourquoi il faut y remédier? Je vous invite à l'écouter. Bonsoir chers téléspectateurs du Canal 2 International et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler de la sinusite d'origine dentaire. Alors, c'est quoi la sinusite? La sinusite, c'est tout simplement une affection des sinus. Et les sinus, ce sont des cavités pneumatiques qui sont creusées dans l'os de la face et qui sont en contact avec les fosses nasales. Parmi ces sinus, il y a ce qu'on appelle les sinus maxillaires qui sont directement en contact avec certaines dents, à savoir les molaires et les canines, et qui, donc, à cause de ce contact-là, peuvent être infectés. C'est-à-dire que si on a une dent, n'est-ce pas, qui a une affection, l'affection peut se propager au niveau du plancher du sinus et aller jusqu'au niveau de ce sinus maxillaire-là. C'est donc ça qu'on appelle la sinusite d'origine dentaire. Concernant les causes de cette sinusite d'origine dentaire, nous avons bien évidemment ce qu'on appelle les dents entrales infectées. C'est-à-dire que ce sont des dents qui sont généralement en étroite communication avec le plancher de ce sinus-là et qui, lorsqu'elles vont être infectées, lorsqu'elles sont nécrosées, l'infection va donc se propager jusqu'au niveau du plancher du sinus et affecter le sinus. Nous avons également les corps étrangers. Par exemple, lorsqu'on fait une extraction dentaire et que de façon accidentelle, la dent se retrouve dans le sinus, et donc c'est un corps étranger et ça peut entraîner donc à ce moment-là une sinusite. C'est également le cas des kystes ou bien des granulons qui peuvent se retrouver au niveau du sinus maxillaire et donc entraîner une sinusite. Concernant les manifestations, il y a un élément qui est très souvent important et qu'on retrouve régulièrement chez les sinusites d'origine dentaire, c'est surtout l'unilatéralité des signes. C'est-à-dire qu'on aura un écoulement nasal d'une seule narine du côté de la dent infectée. On aura ce qu'on appelle la cacosmie également, c'est-à-dire qu'on va sentir des odeurs nauséabondes provenant du nez. Voilà. On aura également une douleur faciale d'un seul côté, du côté de la dent infectée.
On aura bien évidemment des signes dentaires, c'est-à-dire que lors de la consultation de la cavité buccale, on va détecter soit la présence d'une dent qui est infectée, une dent nécrosée, soit un corps étranger, c'est-à-dire que, par exemple, une dent qu'on a extraite et qui s'est retrouvée dans le sinus, soit encore lorsqu'on a fait une dévitalisation et la pâte d'obturation a débordé et ça a traversé et s'est entré dans le sinus. En plus de ça, on aura des douleurs dentaires et parfois on peut également avoir de la fièvre. Il faut savoir que le traitement sera un double traitement, le traitement au niveau du sinus et le traitement dentaire. Le traitement dentaire consiste généralement soit à un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on va traiter la dent qui est infectée, soit à une extraction de la dent en question. S'il existe une communication bucco-sinusienne, on va faire une opération qui est appelée le cas de Luc. Et concernant le traitement au niveau du sinus, on aura d'abord la prescription d'une antibiothérapie. On aura également, au besoin, un lavage nasal et parfois une ponction au niveau du sinus. C'est tout pour cet épisode de la chronique du dentiste et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Retour sur ce plateau, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre édition de Check-up. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés, informés sur le thème qui était abordé ce jour et que notre spécialiste vous a éclairé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, envoyez-nous vos propositions de thèmes d'émission abordés ou encore vos suggestions ou vos préoccupations sur les adresses qui s'affichent au bas de vos petits écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.